On est dans les années 1860. La peinture, à l'instar de la littérature, est un art traversé par de multiples courants de pensée. Parmi les plus influents, on retrouve l'impressionnisme. Et parmi les nombreux artistes ayant marqué ce mouvement, Auguste Renoir s'impose comme l'un de ses pères fondateurs. Au style particulièrement unique, Renoir possédait un talent singulier pour deux choses. D'abord, la lumière. Il la faisait vibrer, respirer, jusqu'à la rendre presque vivante. Et cette lumière, il l'utilisait pour sublimer le corps féminin. Pour Renoir, c'était un sujet sacré. Et qui de mieux pour incarner cette féminité que la femme de sa vie, Aline Charigot. Compagne et surtout modèle, elle apparaît dans certaines de ses toiles les plus célèbres. Maintenant, si vous avez joué au jeu le plus populaire de l'année, Clair Obscur Expédition 33, ces deux noms, Renoir et Aline, prennent un tout autre sens. De prime abord, Expédition 33, c'est un jeu qui parle de conquête. La conquête d'un mystérieux monolithe sur lequel un être gigantesque, qu'on appelle la Peintresse, inscrit chaque année un chiffre. Ce nombre, et c'est là que ça devient intéressant, diminue d'année en année, et avec lui disparaissent toutes les personnes atteignant cet âge. Littéralement, effacées du monde. Cet événement, on l'appelle le gommage. Et chaque année, une expédition, composée en grande partie de personnes n'ayant plus qu'une seule année à vivre, part vers le monolithe pour tenter de mettre fin à cette malédiction en éliminant la Peintresse. Le jeu s'ouvre sur Gustave, membre de la 33e expédition, qui retrouve Sophie, son ex-petite amie, enfin ex. Le jeu nous fait clairement comprendre qu'ils s'aiment encore, mais c'est compliqué. Gustave a 33 ans, il s'apprête à partir en expédition, et Sophie, quant à elle, a 34 ans. Et comme toutes les personnes qui ont 34 ans, elle s'apprête à se faire gommer à son tour. Et dans la société de Clair Obscur, le gommage, c'est à la fois un drame et une célébration. Il marque le départ de la nouvelle expédition, on rend hommage aux futurs disparus dans une cérémonie presque sacrée. Et cette scène d'ouverture, le gommage de Sophie, c'est peut-être le moment où le jeu montre déjà son plus grand atout. Un niveau de mise en scène rarement atteint dans un jeu vidéo. Ok, maintenant que ton audience est investie émotionnellement, t'envoies une grande scène où l'expédition avance fièrement vers le monolithe. Ou alors, tu peux introduire un personnage mystérieux, qui sans dire un mot, va en dire plus que tous les autres. Primo. Ce mec est ultra puissant. On l'a vu, il a one-shot le chef de l'expédition. Deuxio, il est vieux. Ce qui fait aucun sens dans l'univers de Expédition 33 vu que toutes les personnes au-dessus de 33 ans sont censées canner. Bien, Gustave est seul et doit se rendre toujours au monolithe. On nous introduit en chemin Lune, qui est un personnage bien gentil, mais c'est l'archétype de la fille modèle. Ses parents ont fait partie d'une ancienne expédition, on peut d'ailleurs retrouver leur journal. Et on comprend un peu en lui parlant que ça lui pèse un peu cette situation et qu'au final elle fait partie de l'expédition parce que ses parents ils l'ont limite conçu pour ça en fait. Sinon on retrouve aussi Maëlle. Maëlle qui est un personnage extrêmement important. C'est la jeune de l'expédition. Elle a encore 9 ans à vivre en théorie mais elle refuse de laisser les choses se passer alors elle a décidé de se joindre à l'expédition. Gustave l'a pris sous son aile et leur retrouvaille, c'est un des moments les plus mignons du jeu.
Tu es... réel? Bref, notre petit groupe avance d'aventure en aventure jusqu'à rencontrer les Gestrals. Dans tout bon RPG, on a ces créatures à moitié mignonnes, à moitié rigolotes. Dans Expédition 33, on a les Gestrals. Et dans leur village, on rencontre la dernière rescapée de l'expédition. Ciel. Ciel représente le personnage jovial et qui trouve du positif dans tout et n'importe quoi. Malgré tout, son histoire est aussi touchante que celle des autres. On nous introduit assez tôt que Ciel sait pas vraiment nager, ou plutôt qu'elle est assez mal à l'aise dans l'eau. Bonjour mon ami la terrible nageuse. Tu es venu pour que je t'apprenne à nager? Non, je suis pas très à l'aise dans l'eau. Cet élément sera expliqué bien plus loin dans le jeu. En fait, c'est parce que son mari, qui s'appelle Pierre, est mort de manière accidentelle. Et quand elle l'a appris, elle a tenté de se donner la mort en se noyant. Et lui, c'est Esquier. Esquier, c'est mon personnage préféré de tout le jeu. Et c'est aussi le personnage préféré de beaucoup de personnes, vu le bruit que ça fait sur les réseaux. À ce point-là, j'ai besoin de Florie, Qui est Florie? une de mes pierres. Une pierre? Oui, Florie m'aide à nager. Mais elle m'a été volée par mon ennemi juré. Celui dont chaque pas ébranle les fondations du monde, celui que l'on appelle François. D'accord. Bien, maintenant que tous les personnages importants de notre histoire ont été introduits, je pense qu'il est temps qu'on se dirige vers le monolithe et la peintresse. Gustave? Je pense sincèrement que c'est pour cette raison qu'autant de gens vont au bout d'Expédition 33. Le jeu a cette capacité à toujours te tenir en haleine, et en tuant son personnage principal, le message est clair. Tout peut se passer. À ce moment-là, dans notre histoire, de nouvelles pièces vont venir s'ajouter au puzzle déjà compliqué d'Expédition 33. On va nous présenter Verso. Verso, c'était un membre de la première expédition, et son seul survivant. Enfin, pas exactement, parce que le second survivant de cette expédition, c'est son père et capitaine de l'expédition 0, Renoir. L'homme qui a tué Gustave et la quasi-totalité de notre expédition. Verso et Renoir sont étrangement immortels, ne vieillissent pas et ne subissent pas le gommage. Pourquoi? Excellente question, qui trouvera sa réponse d'ici la fin de la vidéo, alors je vous laisse le temps d'y réfléchir. On nous présente aussi un troisième personnage, Alicia, une jeune fille silencieuse portant un masque. Elle apparaît ça et là et finit par donner une lettre à Verso à l'intention de Maël. Elle dira à Verso d'ailleurs qu'il est libre de lui la donner ou non. Encore plus de questions et toujours aussi peu de réponses, mais soyez patients, ça va commencer à arriver. Bon, la mission reste la même, on doit toujours se rendre au monolithe, et encore une fois, Clair Obscur, c'est pas un jeu moderne dans son style. On a une espèce de world map, les zones sont pas du tout ouvertes, il y a des murs invisibles partout, les combats sont assez dynamiques à la Persona, mais ça reste du tour par tour, et pourtant on y reste. Et l'une des raisons de pourquoi on y reste, c'est la direction artistique du jeu qui rend chaque environnement unique en son genre.
D'aventure en aventure, on finit par atteindre le monolithe et à son sommet nous attend Renoir. Se lance alors un combat épique contre le père de Verso, puis contre la Peintresse. Une fois vaincus, nos héros reviennent à Lumière afin de célébrer leur victoire. La Peintresse ne peindra plus et la malédiction du monolithe n'est plus. Que peindras-tu? En réalité, tout ce que je viens de vous raconter n'a presque pas d'importance. Laissez-moi plutôt vous parler de la famille des Cendres. Nous sommes en 1905, à Paris, capitale d'un monde où deux castes d'artistes s'affrontent. D'un côté les écrivains et de l'autre les peintres. Et à la tête de cette caste de peintres, Aline et Renoir des Cendres, un couple d'artistes adulés, dirigent le conseil. Ils ont 3 enfants, Cléa, Verso et Alicia. La guerre éclate entre les artistes et les écrivains vont se servir d'Alicia pour provoquer un incendie dans le manoir familial des Cendres. Verso meurt en sauvant sa sœur. Alicia survivra, mais va tout perdre. Son œil, sa voix et son visage seront à jamais marqués. La mère, Aline, refusant la mort de son fils, utilise le don de Peintresse pour pénétrer dans la dernière toile laissée par Verso. Un monde peint, irréel, où elle pense retrouver une trace de lui. Mais elle finit par ne plus vouloir revenir parmi les vivants. Renoir, lui, comprend les dangers de l'illusion. Il va entrer à son tour dans la toile en espérant convaincre sa femme de revenir. Aline va le prendre au piège et l'enfermer sous le monolithe, avant de recréer le monde entièrement à son image. Elle peindra une nouvelle famille, un autre Verso, celui du jeu, un autre Renoir, celui qu'on finit par affronter, et une nouvelle Alicia. Ces copies échappent au gommage. Les autres, Gustave, Lune, Ciel, Sophie, sont nés du pinceau de Verso et sont condamnés à disparaître. Dans le monde réel, Cléa, trop occupée par le conflit en cours avec les écrivains, envoie Alicia ramener leurs parents. Mais lorsqu'Alicia entre à son tour dans la toile, elle ne peut résister. La peinture la transforme, elle devient Maëlle, une nouvelle identité, libérée, affranchie du passé. Elle oublie et vit dans le tableau. Mais lorsque la véritable Aline, la peintresse, est enfin extraite de la toile, quelque chose change. Le vrai Renoir, celui prisonnier depuis des années, peut enfin s'échapper, et il n'a plus qu'un but, effacer ce monde. Le père reprend la gomme et efface tout le monde, un par un, jusqu'à ce qu'il se dresse face à sa propre fille. Elle vit ici. Elle veut pas que ce monde disparaisse. Elle considère que les êtres peints sont aussi réels que ceux de chair, que leurs souffrances, leurs amours, leurs rêves méritent d'exister. Pourquoi ? Pourquoi tout effacer ? Eh bien, parce que Renoir, lui, il sait que ce monde, c'est un simulacre, c'est un rêve figé sur une toile. Lui, il veut tourner la page, il veut faire son deuil. Et surtout,
Il veut pas perdre sa femme et sa fille en plus, parce que plus on passe de temps dans une toile, plus on risque de mourir dans la vraie vie. Le combat semble inévitable. Maël contre Renoir, un père contre sa fille. C'est Maël qui l'emporte. Aline l'aide à bannir Renoir, définitivement exclu du tableau. Elle qui veut finir sa vie dans le tableau, débarrassée de son handicap, entourée de ses amis, qu'elle va pouvoir restaurer grâce au pouvoir de la peintresse. Mais c'est quand elle pense que tout est fini qu'une dernière silhouette l'attend. Verseau. Celui qui, né d'un coup de pinceau, n'existe qu'à travers les souvenirs d'un défunt. Et Verseau s'oppose à Maël, non pas par colère, mais par lucidité. Il a compris que ce monde ne doit pas perdurer, que l'amour, pour être vrai, doit savoir laisser partir, que l'œuvre doit s'effacer pour que la vie reprenne. Et à cet instant précis, c'est à toi de décider. Ressusciter la toile ou l'effacer à jamais. Au final, Expédition 33, c'est pas un jeu sur la conquête. C'est un jeu sur le choix. Pour ceux qui vont rester et pour ceux qui viendront après. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une